Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on reviendra sur le match qui opposait le Viktoria Plzen et le Grand Servette FC pour le 8e de finale retour de l'UEFA Europa Conference League. Un match qui s'est soldé comme au match aller, 0-0, mais qui s'est donc terminé au tir au but et malheureusement Servette a perdu au tir au but. Mais on est arrivé jusque-là et c'est déjà très bien. Pour revenir sur ce match, je vais d'abord vous faire le fil de l'émission. On va parler du 11, du fil du match, des tops et des flops. On va animer quelques débats sur l'actualité. On fera un bilan de cette aventure européenne et on finira sur la preview de Lucerne. Mais avec moi, pour faire tout ça, des merveilleux chroniqueurs, comme d'habitude. À commencer par ma gauche avec David. David, comment vas-tu ? Ça va bien et toi, Lucas ? Ça va très bien. Et toi, dans quelles conditions t'as regardé le match ? J'ai regardé ça dans les conditions avec Arthur dans un bar. T'as pas fait le déplacement ? Non. non, on a commencé l'analyse en live ensemble et c'était sympa. C'est ça, vous êtes fait des petites notes pour le match. T'as fait des feuilles de notes cette fois-ci ? Non, alors cette fois j'ai rien pris. Je suis choqué. Non, j'ai vécu le match pleinement et on va garder juste les bons souvenirs pendant ce match. Yes, en tout cas, on espère que ça se reproduira peut-être plus tard, la saison prochaine ou d'autres saisons. Et à ma droite, Arthur, qui n'a jamais fait l'analyse, mais qui donc fait son baptême du feu aujourd'hui. Arthur, comment vas-tu ? Hello, ça va et toi ? Ça va très bien. Donc tu avais regardé le match avec David. Avec David, ouais, au Café du Cinéma. Si jamais des fois vous savez pas regarder le match, c'est très sympa. Il y a plein de supporters. Big up. À plein palais. C'est très sympa. Yes. Super. Bah messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet alors. Dans ce match, je vais faire le 11 de Servette. René Weiler a aligné un 11 type qu'on peut appeler avec Frick au but, Tsunemoto à droite, Rouillet, Séverin en charnière centrale, Mazikou à gauche, Ondoa, Konya au milieu, milieu off, Kuteza à gauche, Bola à droite, Stevanovic et devant Crivelli. Messieurs, déjà, ça change par rapport au 11 de l'aller. Est-ce que ça veut dire aussi que les intentions n'étaient pas les mêmes ? Ouais, je pense que Weiler, là, il a quand même joué le coup à fond. Après, petite surprise, c'est Kuteza en 10, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de le voir comme ça. Et je pense pas que c'est une place qui lui réussit, mais on en reparlera. Mais c'est le seul truc, mais sinon, un peu un 11 type quand même. Avec que les meilleurs joueurs, je pense, à dispo. Sauf Antunes, du coup, qui était pas là. Ouais. Toi, David ? Alors moi, j'étais content de voir ce 11. J'avais tellement dit lors des autres analyses après Coupe d'Europe que je voulais voir Servette avec un 11 titulaire, une équipe qui tourne pas trop. Là, j'étais content. Alors effectivement, comme le soulignait Arthur, une petite surprise avec Kuteza en 10. Mais au-delà de ça, j'étais content de voir Konya d'entrée, j'étais content de voir Stevanovic d'entrée. Et pour moi, ça augurait une partie rythmée et avec plein d'espoir. Et ça montrait aussi que Weiler cherchait la qualif. Exact. C'est comme ça en tout cas que je l'ai analysé. Je me suis dit, allez, on reste sur les 3 tableaux pour l'instant. C'est ça. Et comme contre le Ludogorets, l'équipe un peu remaniée à l'aller et en fait une équipe type au retour. C'est ça. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Mais on va parler donc du match directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Première mi-temps qui a commencé sous les offensives tchèques, puisqu'on a beaucoup subi pendant 15 premières minutes, dont un but annulé sur un coup franc. Là, on partait sur des
sous des augures un peu pessimistes, en tout cas pour ma part. Je sais pas vous. Ouais, je pense qu'on s'y attendait. C'est vrai qu'à l'aller, ils ont joué très défensif et ils ont vraiment pas pris de risque. Je pense que leur but, c'était vraiment de pas se faire prendre par surprise. Et du coup, le match retour chez eux, on s'attendait à ce qu'ils soient forts. Et on sait que c'est une équipe qui peut être très offensive. Ils venaient de gagner 4-0 quand même contre le Sparta, je crois, le week-end d'avant. Ouais. Donc moi, je m'attendais à un match beaucoup plus offensif de leur part. Finalement, ça a duré qu'un quart d'heure, donc tant mieux. Ils sont revenus après dans une disposition où ils reculaient beaucoup et ils étaient 6 en défense parfois. Mais oui, le premier quart d'heure était assez intense. On a retrouvé un peu la physionomie du match aller avec un Victoria Pilsen qui attaque assez vite, qui prend le jeu à son compte. Et effectivement, je trouve qu'on a eu de la chance sur ce premier quart d'heure. Beaucoup d'occasions sans frais, parce qu'on aurait vraiment pu se tirer une balle dans le pied avec ce premier but et devoir tenir le match avec un but d'écart assez rapidement. Ouais, ça aurait été compliqué. Ouais. Et souvent, on parle de la rigueur défensive des Tchèques qui ont pris qu'un seul but, je crois, dans cette campagne européenne. Mais aussi, il faut parler de Servette qui, depuis 5-6 matchs, n'a pas encaissé un seul but. Enfin, 5 matchs, ouais. Ah non, il y a eu le match contre Lausanne, mais hormis le match contre Lausanne, on se dit sur 6 matchs, 5 lead sheets, un truc comme ça. Ce qui est quand même incroyable quand on y pense. Et à noter Frick qui fait que les matchs de coupe. En 2024, c'est 5 matchs, 0 but. Ouais. Pour ceux qui critiquaient Frick. Bon, j'en faisais partie, mais voilà, il a fait taire certains supporters. Et c'est très bien. Pour revenir du coup sur la première partie du match, Servette du coup qui reprend un peu le taureau par les cornes, si on peut le dire, avec une deuxième partie de première mi-temps qui est beaucoup plus offensive et beaucoup plus tranchante, malgré le fait qu'il manque quand même une finition dans tout ça, parce qu'on a vu beaucoup de combinaisons, mais pas forcément de grosses actions. Comme disait Arthur, il jouait très, très reculé, très défensif. C'était difficile aussi de casser cette dernière ligne. Mais bon, ça n'a pas empêché Servette de tenter des coups, de loin, et on a quand même senti cette volonté d'aller chercher le résultat. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne paye pas l'absence de Bédia une grosse question. Parce que chaque analyse, je crois. Ouais. mais voilà, c'est quand on prend les matchs de début de Coupe d'Europe, début de saison, et ce match-là, et même, j'ai envie de dire, même le match contre Ludogorets, on sent que justement il manque ce petit truc qui fait que on arrive à s'approcher, on arrive à être dangereux, mais on n'arrive plus aussi facilement à conclure. Et on voit aussi les limites de notre attaque. Crivelli a été placé pour justement récupérer en pivot ces balles pour les distribuer, ça soit sur Kutesa ou sur Stevanovic. Mais on a pêché justement dans le côté finition. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est allé au bout du bout, et on va poursuivre le fil de cette émission, de ce match. Mais je pense qu'on voit les limites de cette équipe en Coupe d'Europe. Mais ça reste quand même un beau parcours, malgré tout. On a... Pardon. Vas-y, Il faut dire aussi qu'on a quand même eu des très beaux shoots, et c'est le gardien tchèque Jadlicka qui a aussi vraiment annihilé nos offensives, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et est-ce qu'en plus de payer l'absence de Bédia, on ne paye pas aussi l'erreur administrative de fait qu'on n'a pas pu enregistrer des joueurs comme Nishimura, qui aurait dans ce genre de match-ci apporté quelque chose peut-être devant? Tout à fait. Qui, on a vu aux Weiler, quand il est disponible, il est même dans le 11 généralement. Ouais, alors Nishimura, je pense de toute façon, il n'a pas pu être en Europa League parce que le transfert a été finalisé après la fin de la réédition des listes. Le problème administratif, c'est plus pour la Super League avec NDI et Rekik. Ok. J'ai rien dit. Mais un joueur qui aurait fait du bien quand même. Clairement. Dans la rotation ou même dans le 11 général. C'est ça. Mi-temps, donc 0-0.
j'ai l'impression, je le dis à chaque analyse, puisque je le fais à chaque fois les Coupes d'Europe. Et là, je crois que c'est la 3e fois, c'est 0-0 à la mi-temps. 0-0, vous êtes René Weiler. Là, qu'est-ce que vous dites du coup? J'ai posé la question à Arthur pendant le match, alors je vais te laisser répondre. Parce que je t'avais répondu, mais il me semble que je t'avais dit que je trouvais Bola un petit pas super et que j'aurais vu Antunes rentrer un peu plus vite. Finalement, il a fait ce changement-là, mais... assez tard. Hein. Ouais, à la 80e, quelque chose comme ça. Pour les prolongations, je pense. Et voilà, je pense que j'aurais mis Antunes un peu plus vite parce que Bola... Et puis remettre Kuteza en fait sur la gauche, c'est ça aussi que Kuteza en 10, pour moi, c'était pas super prolifique. Après, bon, il permutait aussi, donc ça allait, mais... Ouais, je trouve que Kuteza, ces temps-ci, un peu comme Bola, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé dans le rythme de ce qu'ils fournissaient en début de saison. Des fois trop individualiste à vouloir faire tout le temps la différence, que ce soit l'un ou l'autre, et ça péjore un peu le collectif. Mais c'est dommage parce que c'est des joueurs qui ont de la qualité et qui, dans le fond, s'ils jouent comme ils jouaient au début de saison et qui se prenaient pas la tête à vouloir faire la différence, il y aurait peut-être des meilleurs résultats pour Servette. Enfin, ils ont très bien les résultats, mais peut-être encore mieux. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec... Alors oui, effectivement, moi j'étais d'accord avec Arthur effectivement là-dessus. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de jeu. J'ai trouvé qu'on s'était assez vite mis à la hauteur de Victoria Pilsen dans cette première mi-temps. Et je voyais pas de moment compliqué. J'ai jamais senti Servette prendre le bouillon comme on pouvait le pressentir. Donc voilà. Ouais, première mi-temps où au final même on domine au niveau de la possession de balle, on est à 55-45, donc au-delà de ce problème de finition, pas trop d'angoisse en défense, et puis voilà, c'était plutôt de bon augure pour la deuxième mi-temps, je trouve, d'être toujours à 0-0 à la mi-temps. C'est ça. Et oui, aussi je voulais relever le jeune joueur, le 31, Schulz, qui n'était pas là au match aller parce qu'il était suspendu. Ouais, c'est juste. Là, on a vu quand même qu'il faisait mal. Je crois que c'est le meilleur buteur du club cette saison. Ouais. En première mi-temps et même aussi au début de deuxième, il nous a fait quelques sueurs froides. Ouais, Schulz, c'est un autre aussi qui a fait pas mal de... il y a déjà le gardien qui a fait une très belle prestation côté Pilsen. Et le numéro, si je me souviens, le numéro 10, je sais plus si c'était lui. Mais aussi quelques bons joueurs du côté de Pilsen qui... Kopic, ouais, exactement. Voilà. Mais bon, on n'est pas sur Pilsen point TK ou je sais pas quoi. CZ, voilà. Donc on va revenir sur Servette. Donc deuxième mi-temps et à l'image de la première, même chose, rebolote. Les Tchèques qui attaquent et Servette qui subit pendant un quart d'heure encore à subir quoi. Et au final c'est en deuxième partie de deuxième mi-temps aussi que Servette va un peu relever la tête. Et est-ce que c'est pas au final une consigne de Weiler de subir au départ et ensuite contre-attaquer, ou est-ce que c'est au contraire une consigne des Tchèques d'attaquer à fond dès le début et puis de marquer le plus vite possible? C'est plutôt les Tchèques qui ont essayé de marquer le plus vite possible à chaque fois, de revenir très fort des vestiaires. Et je pense que Weiler le savait et a dit on fait bien attention, on est concentré sur le début parce qu'ils vont venir fort. Et puis au fil du match après, Servette a repris un peu. Pour avoir des espaces et jouer. Mais souvent c'est en deuxième partie de période que Pilsen se retranche. Comme tu as dit, des fois ils sont à 7 derrière, alors qu'au départ de la mi-temps ils étaient full offensif. Et c'est un peu un changement un peu drastique d'idée de jeu, de schéma de jeu du côté de Pilsen. On l'a noté, je crois que c'était pendant la deuxième mi-temps où tu disais qu'il y avait deux lignes. Il y avait une ligne défensive et une ligne offensive. Un coup, effectivement, il y avait pas de milieu de terrain. En fait. On jouait en 7-2 ou en 2-7. C'est ça. Clairement. Et puis des changements qui surviennent assez tard, comme vous avez dit, mais l'entrée d'Antunes, l'entrée de Guimeno. Là, comme on avait dit assez tard, parce qu'on prévoyait déjà les prolongations. Et je crois qu'il n'y a personne qui rentre dans les 90 minutes ou encore un.
Dans les 90 Non, minutes. c'est ouais, Non, Guimeno il y a à la que les deux, 70e et Antunes à la 80. Et Antunes qui apporte beaucoup de bien à l'équipe, et Ok, qui va ouais. même se générer une grosse occasion à la fin, Ouais, ouais. qui passe Ouais, pas loin. Ouais, je crois qu'on l'a tous vu dedans, celle-là. Ouais. Et Guimeno à l'inverse, qui à l'image de ces 2 derniers matchs, qui son entrée elle est un peu molle. Oui. Molle, et même que j'ai l'impression des fois, au lieu de faire le geste juste ou simple, il essaye trop de se compliquer. Mm. Il essaie des petites talonnades, des petits skids qu'au final il n'y a pas besoin. Donc voilà. Pour mon avis sur les 2 entrants, si vous avez aussi votre avis. Ouais, pour moi aussi, Guimeno, il a un manque de confiance et ça se ressent en fait sur le terrain. Il est un peu brouillon. Contre Lausanne, c'était déjà le cas. Et enfin, ces 3-4 derniers matchs, Saint-Gall aussi, il est pas à fond dedans, je trouve. Ouais, c'était le dernier match que je l'ai trouvé intéressant, c'était contre Winterthur, sauf erreur de ma part. Le match là-bas, Ouais. à la chute de Ouais, il me semble que c'est ce match-là où il y a Saint-Gall aussi où il est intéressant. Saint-Gall il marque, mais sur son entrée elle n'est pas vraiment Non. très bonne. Ouais, non, c'est ça, effectivement, mais c'est sur Villeneuve, je crois que c'est le match contre la Schützen Visé. Possible, ouais. Où c'est peu après le départ de Bédia où justement on retrouve un Guillemeno un peu en jambes. Et mais j'en parlais lors des dernières analyses. Pour moi, je pense qu'il y a un problème de confiance côté Guillemeno. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce que c'est le retour dans le club formateur? Est-ce que c'est son manque d'efficacité? Est-ce qu'il je sais pas, il se met peut-être lui-même trop de pression? Moi je pense que c'est un joueur qui joue dans des attaques généralement à 2. Et c'est pas l'attaquant qui va te marquer les buts et qui va être décisif, mais c'est plus celui-là qui va jouer avec l'autre. Comme si c'était Bédia, il va jouer pour Bédia, tu vois. Un peu un rôle de second attaquant. Pas milieu offensif, mais un peu plus haut. Et aussi qui va te chercher les petites erreurs, les pénaltys, comme on a souvent vu. Mais comme Crivelli, je trouve aussi que c'est pas un neuf. Après, on va en parler, c'est on a clairement quelqu'un pas qui joue avec. de pointe. Voilà, c'est ça. On a que des pivots ou des attaquants qui, comme tu le dis, jouent à 2, mais en fait, on n'a pas de 9. Ouais. C'est ça. À la différence de Guillemeno, effectivement, pour moi, Crivelli n'est pas un 9. C'est un attaquant, certes, mais c'est pas un finisseur. C'est le joueur qui va justement distribuer les balles en attaque, qui, s'il est bien placé, peut en mettre un. On l'a d'ailleurs vu contre Lausanne. Mais c'est pas sur lui que je compte pour finir. Au-delà de ça, Guillemeno, pour moi, c'était plus le joueur justement que j'attendais en finisseur avec Crivelli en attaque. Mais ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. C'est vraiment compliqué. Et c'est dommage. Ouais. Bon, je le verrais pas comme finisseur, moi, personnellement. Mais plus Guillemeno comme... ouais. C'est ça, genre un peu plus technique. Mais déjà plus que Crivelli au niveau de... Oui, bien sûr. Au niveau de son jeu. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il nous manque un peu ce neuf. Nishimura est aussi un peu un attaquant un peu plus en retrait, même s'il est un peu plus tranchant sur ses interventions. Donc à voir aussi comment va se profiler cette fin de championnat pour lui. Le peu que j'ai vu jouer à Nishimura pour l'instant, il me donne beaucoup plus de confiance que Guillemeno. Oui, moi aussi. moi aussi. Rien que tu le vois sur ses déplacements, sur ce qu'il fait sur le terrain, t'as l'impression que quand il prend la balle, il va pour y aller, il va pour marquer, il va pour faire quelque chose, pour créer du jeu. Il met de l'impact. Il met de l'impact. Guillemeno, bon alors est-ce que c'est parce que justement depuis quelques temps on sait qu'il y a un truc qui joue pas, déjà en tant que supporter, en tant que spectateur, t'as pas cette confiance où tu te dis ça va être l'étincelle. Nishimura déjà beaucoup plus. Et moi là franchement je me réjouis de la fin de saison, de voir ce que peut donner un Nishimura pour nous apporter en tout cas un titre. On espère. Pour venir sur la fin du temps réglementaire, il y a eu des actions que j'ai vues dans le résumé là, c'est Frick qui se prend une bouteille dans la nuque. Ouais, c'était en première mi-temps ça. Ouais, c'était en première mi-temps. Et bon, est-ce qu'on en parle vite fait comportement antisportif, gratuit, surtout que c'est pas comme s'il était en train de provoquer les supporters ou quoi, c'est vraiment complètement gratuit. Bon, après,
au stade de Genève, s'il n'y a pas le filet, je pense que les gardiens ils reçoivent aussi des. Pourquoi il n'y a pas les filets dans tous les stades en fait? Ouais. Ça c'est vrai que on fait ça en Suisse, mais dans les autres pays, ils le font pas trop. Non. À Genk, il n'y avait pas. À Prague, il n'y avait pas. Je crois et à qu'en Razgrad France, non plus. Les 3 déplacements que j'ai faits, j'ai pas vu de filet. Ouais, c'est dommage parce que c'est des gestes qui montrent, qui salissent un peu l'image des supporters, en tout cas aux yeux du grand public, parce qu'après on sait les images qu'on retient. Et forcément, c'est un parmi tant qui fait juste n'importe quoi, mais ça ne représente pas tout le mouvement, Bien sûr. tous les supporters, quoi. Et il y a eu des scandales en France avec Payet, l'OM, tout ça. Après, qui en pâtit, c'est le reste des supporters, puisqu'il y aura forcément peut-être des sanctions de l'UEFA ou le club, et c'est dommage. Et voilà. Bon, on peut souligner le fait que ça n'a pas empêché Frick de rester dans son match. Et qu'il n'ait pas réagi, et c'est bien. Enfin, je veux dire, ça montre que on était à notre place, on était concentré, et on n'est pas sorti du match à cause d'un fait de jeu stupide d'un supporter. Clairement. D'autres trucs à relever du temps réglementaire, des actions qui vous ont marqué? La tête d'Antunes, la 88e. Ouais. Ça, c'était... on y croyait tous. Et aussi à noter le très bon match de l'arbitre. Oui, effectivement. Sauf, pour moi, j'aurais bien aimé revoir ce potentiel penalty en première mi-temps où un Tchèque fait une obstruction sur Kuteza, sauf erreur. Mais bon, il n'y a pas eu de VAR, apparemment il n'y avait pas matière. C'était peut-être sur le moment, moi j'avais l'impression qu'il y avait penalty. Mais sinon, très bon match de l'arbitre. Ouais, moi j'ai regardé le match avec Gab, qu'on salue. Et lui, justement, sur cette action, je me souviens qu'il avait dit péno. Et moi j'étais là, je sais pas, je pense pas, parce qu'en vrai, l'intervention, c'est qu'il arrive avec l'épaule. Après, la charge n'est pas. Enfin, elle fait obstruction, mais le ballon était déjà parti trop loin. Tu vois, c'est un peu dur de donner un penalty sur ça. Ça changeait pas l'action finalement, puisque le ballon était déjà trop loin. Et puis, c'est pas une faute claire pour un péno. Ça aurait été une faute en dehors des 16 mètres, sans aucun doute. Obstruction, faute. Mais pour un penalty, c'est un peu sévère, je pense. Un peu léger, ouais. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec toi. J'étais pas forcément d'accord avec Arthur. Pour moi, c'était léger. Enfin, ça aurait été dans l'autre sens. On aurait crié au scandale en disant non. Mais ouais, bon. Clairement. Donc, on arrive à 0-0 en 180 minutes. Et donc, les prolongations qui ont été comme des prolongations standards. Il n'y a pas forcément eu trop d'occasions. Il y a eu des... Séverin. Et Séverin, mais sinon, au côté tchèque, il y a eu aussi une touche longue qui a presque fini au fond. Mais sinon, rien à se mettre vraiment sous la dent. Des entrées de... Il y a Lediba, je crois, qui rentre à la mi-temps de la prolongation. Il y a aussi Magnin qui rentre à ce moment-là. Et je ne sais pas s'il y a un troisième changement. Il y a Baron plus tard pour Mazikou, mais juste avant les pénalités. Et Baron qui se prend directement un jaune. dès qu'il rentre, il se prend un jaune. Et d'ailleurs, Rouillet qui s'était pris un jaune et qui manque le prochain match européen. Si on s'était qualifié, ça aurait été les quarts de finale aller. Comme on ne s'est pas qualifié, ce sera le prochain match européen de la prochaine saison. Sauf erreur, Mazikou aussi. Il me semble qu'il était, Mazikou, effectivement. qu'il était susceptible d'être suspendu et s'en est pris en première mi-temps. Ok. En deuxième mi-temps. Ok, ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué sur l'affichage, il disait qu'on avait un carton rouge. Oui. Alors que il n'y avait pas. D'ailleurs, alors je sais pas si c'était pareil de ton côté, mais nous on a eu une interruption de match. Ah ouais? Ouais, la télé ça a éteint. Mais je sais pas si c'était par rapport à la télé ou si c'est le signal. Ah non, moi j'ai pas eu. Il n'y a pas eu d'interruption. Non, okay. C'était juste la télé. Parce que alors du coup nous on a eu une interruption de match et le match reprend et on voit ce potentiel rouge. Et là on n'a rien compris. Parce que justement on s'est posé la question parce qu'on n'avait pas eu l'image. On n'a pas vu d'action. Donc je sais pas comment, à quel moment le. C'était. En fait il y a eu un jaune pour Ondoa ou Rouillet, un des deux, je sais plus. Et à ce moment-là, je me dis, ok, il y a jaune. Et là, je vois le petit truc rouge. Je me dis, mais attends, il a donné rouge pour cette petite faute-là. Et j'étais là en train d'actualiser mon application pour voir s'il y avait un joueur en moins. Ouais. Mais en fait, non, c'était vraiment un bug d'affichage. Donc là, c'était, je sais pas qui produisait
C'était Blue Sport ou la RTS? Non, bah là, du coup, c'était en République tchèque, donc c'est des Tchèques. Ah là, qui faisaient- ils font mal leur travail. C'était pas moi. C'est pas la faute d'Arthur, ça va. Bah voilà, après prolongation, des choses à dire sur les rentrants, les Diba Mania. Oui, ils sont rentrés 15 minutes, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. On n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps de les vraiment, vraiment analyser leur prestation en entrant, quoi. Et puis à relever que sur le banc, il y avait un certain Vasco Triton des jeunes. Voilà, j'étais assez étonné de le voir sur le banc. J'aurais peut-être cru un Ling ou pourquoi pas. Mais il y avait aussi Doulin qui faisait son retour sur la feuille de match. J'ai pas fait attention à ça. Ouais, il était sur le banc, mais il n'a pas joué, mais ça fait plaisir de le revoir. Ouais. Pour la fin de saison, un petit turnover pour peut-être soulager un peu Andoua qui fait tous les matchs, ou Konya. Ouais. Mais oui, ça fait plaisir en tout cas de revoir Doulin sur le banc. Voilà, après on arrive encore à un 0-0, toujours pas de but, donc on arrive à la séance de tir au but. Et séance de tir au but qui va être mal négociée du côté de Servette. Ouais. En tout cas, la première frappe de Stevanovic, placée plein centre et interceptée par le gardien, qui, faut le relever, pour rester au centre dans une séance de penalty, il faut le faire. Donc c'est aussi un bon geste du gardien. Ensuite, les Tchèques tirent très bien leur péno. Guimono met son péno. Mais c'est Séverin qui rate. Et Tsunemoto qui rate le dernier. Et franchement, moi, dès que Steva avait raté son péno, j'ai dit c'est perdu. Ouais. Jamais on va relever un score comme ça au péno. Il faut vraiment avoir un très bon gardien dans les pénaltys. Et aussi des joueurs qui ont un mental pour ce genre d'exercice. Qui, même si c'est des très bons joueurs, n'ont pas forcément l'expérience de ces séances de péno. Ouais, ils ont certainement dû les travailler, mais effectivement, ils sont vraiment passés à côté. Enfin, quand tu rates 3 pénaltys sur 4, c'est vraiment qu'ils n'ont pas réussi à... Est-ce qu'ils les ont travaillés, ces pénaux? Sûrement. Moi, je suis partisan de... Chalet. Moi, je suis toujours partisan de préparer une séance de tir au but. On avait déjà eu ce débat contre le match contre Genk. Ouais. Et puis, tu as toujours le mec qui va dire non, mais tu peux pas reproduire l'intensité d'un match. Oui, mais tu tires quelques pénaltys à l'entraînement et puis enfin, voilà. Oui, ah ouais. Non, ça veut pas dire que si tu les mets à l'entraînement, tu vas les remettre au match, mais tu prépares quand même, tu dis qui c'est qui va les tirer. Et pareil, le gardien, Frick, théoriquement, il a dû recevoir des vidéos de penalty des Tchèques pour aussi analyser ça, de quel côté il faut partir, etc. Ouais, à chaque fois, il part du bon côté, je crois, Frick, sur les pénaux. Sauf celui de Mosquera, il part du mauvais côté, je crois. Okay. Mais celui de Schultz, il est pas loin. Ouais. Moi, j'avais entendu, alors, je sais plus sur quel média c'était, mais ça avait rien à voir avec ce match. L'Espagne qui avait fait une séance de tir au but, de 1000 tirs au but à l'entraînement pour au final perdre la séance. 1000 tirs au but. Ouais. Pour au final perdre, je crois que c'était le match contre l'Italie ou quelque chose comme ça. Okay. Donc au final, ouais, effectivement, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on prévoit et on prédit et on entraîne les tirs au but que forcément on va gagner la séance. Non, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Et là, est-ce qu'on avait encore quelque chose dans les jambes? C'est vrai que les joueurs sont pas mal fatigués à ce moment-là du match. Mais c'est les mêmes qui tirent contre le stade Lozanoshi en Coupe de Suisse, je crois. Séverin, Tsunemoto, Steva. Oui, Tsune, je peux pas. Tsunemoto, il avait tiré, je m'en souviens. Et je crois que les deux autres aussi, mais du coup, c'était des joueurs qui étaient déjà prévus, peut-être pour tirer ces pénaux. C'était là jusque-là. Peut-être dommage aussi de ne pas avoir gardé 15 minutes de plus Konya, je crois, qui sort à la 105e. Et c'est Kuteza qui sort à la 105e aussi. Ouais. Oui. Peut-être des joueurs qui auraient bien tiré leur pénaux, je sais pas. Donc. Est-ce que là c'est Flopweiler? Non, parce que les deux joueurs qui rentrent au final à la 105e, ils tirent pas de pénaux. Mania, non, oui, bien sûr. Mais s'ils étaient restés, Baron non plus. Ouais. Oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est des joueurs qui déjà ont un certain niveau, comme Konya, et qui donc dans ce genre d'exercice montrent un peu la voie. Comme Steva, bon, pas là, du coup, mais c'est un joueur de gros calibre et c'est pour ça qu'il tire en premier.
Mais c'est vrai qu'ensuite, les joueurs qui tirent, c'est pas des je sais pas, hein, mais c'est pas des grands tireurs de penalty. Non, et puis on le sait, hein, Servette, on n'est pas une équipe à part quand on est en état de grâce. Mais on n'est pas une équipe qui avons des grands tireurs de là, il fallait garder Crivelli. Crivelli, il aurait allumé. Il aurait mieux allumé en plein centre, comme tu as l'habitude de dire. Et les gardiens, ils seraient restés, mais ils seraient rentrés avec. Non, ou Nishimura contre Lausanne, il a superbement bien tiré. Donc, incroyable, c'était Robit. Dommage que lui, il n'était pas là parce que si tu les mets tous comme ça, ils rentrent tous. Ouais, c'est clair. Après, c'est risqué, mais. Et quelqu'un qui me disait de faire rentrer mal en prolongation juste pour la séance des pénaux. J'ai entendu quelqu'un aussi dans le bar dire ça. Ce serait vraiment pas cool pour Frick. Non. Je pense que tu montres que t'as pas confiance en lui. Et puis, si tu perds la séance, on va toujours te le reprocher, dire ah, mais tu fais rentrer mal et alors qu'il est pas dans le match, etc. C'est une erreur de... Ça peut être c'est qui te double en fait. Ouais. C'est ça. Moi, je comprends pas vraiment ce côté faire rentrer le gardien remplaçant pour la séance de tir. Bah s'il est vraiment bon au pénal. À moins que. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Oui, bien sûr. C'est Kepa, je crois, qui rentrait quand il était à Chelsea. Ouais, c'est ça. Pour les séances de tir au but. Mais au-delà de ça, je vois pas l'intérêt. Effectivement, c'est comme tu dis, c'est mépriser un peu le match de ton gardien. Ouais. C'est pas lui rendre honneur par rapport à ce qu'il a fait. Surtout que, comme on a dit, ça fait combien de matchs qu'il avait pas pris un but. Donc autant le laisser. Et puis 5 matchs. Ouais. Tu gagnes avec, tu perds avec. Mais après, il y a des gardiens de pénaux et des gardiens qui sont pas faits pour les pénaux. Par exemple, Hugo Lloris n'était pas un gardien fait pour les pénaux. Et ça, on le savait très bien. Et puis même lui, il le disait. Je crois qu'il a fait une interview il y a pas longtemps. Il disait que cet exercice-là, c'est totalement différent parce que c'est côté mental et il faut rentrer dans la tête du tireur et c'est un truc que lui il n'arrivait pas à faire et que lui il était juste gardien sur sa ligne quoi. Et donc c'est vrai que c'est un exercice un peu plus psychologique, mental et que des gardiens maîtrisent parfaitement. Emiliano Martinez non mais on parle pas de l'équipe d'Argentine lui maîtrise parfaitement ça, tu vois. Donc oui, et pourtant c'est pas autant un très bon gardien sur sa ligne. Mais c'est juste dans l'exercice des pénaltys, il est bon. Et peut-être que Frick, il est bon sur sa ligne, mais en tant que gardien de pénaux, c'est pas trop ça. C'est pas lui qui était à Genk Non, c'était mal. C'était mal. Mais lui, il était là au slow. Et on a quand même gagné avec. Il a fait 2 parades, je crois. Donc, oui, c'est possible. Vous voyez l'attitude aussi du gardien, l'attitude de Frick, l'attitude du gardien de Pilsen, c'est pas du tout la même. Non. Le gardien de Pilsen, il essaie vraiment de rentrer dans la tête des joueurs. Déjà, quand il joue avec Steva, il fait un petit signe de la main comme ça pour dire tire à droite, et au final, il reste au milieu. Ouais. C'est rentrer un peu dans l'esprit du joueur, quoi. Bon. D'autres choses à dire sur les pénaux? On peut passer au fameux top et flop. Top et flop. Allez, let's go. Jingle. Because we're gonna play football. Dans la zone de médiane, ça finit en Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Mister Alain Gaillard à la dédicace. On rappelle que cette émission est sponsorisée par la Mobilière, l'agence de Genève, et plus particulièrement par Steven Wyss, notre speaker du Servette FC, qui donc sponsorise cette émission et qui donc travaille à la Mobilière et qui peut, du coup, si vous contactez le numéro en bas ou par l'adresse mail, vous faire une offre avec servetien.ch. Super. Voilà. Très bon speaker, hein, toujours à le mettre dans vos tops à chaque fois. Hein. il est toujours en feu, ça fait du bien d'avoir un dynamisme comme ça dès qu'il y a un but. C'est ça. Fait du bien. Ouais. Et puis des fois, il est avec les supporters aussi en tribune. Et puis il continue à faire le speaker. Là, super. C'est ça. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, je sais plus quel match c'était. Je me dis, mais c'est un peu. J'ai l'impression que le mec il est derrière moi tellement ça hurle. Et il était effectivement derrière moi. Et ça m'a surpris. Ouais, très bon. Et d'ailleurs, il fait aussi les matchs de l'équipe de Suisse quand ils sont à Genève. Ouais, c'est vrai. Et il avait fait le déplacement avec l'équipe de Suisse pour la Coupe du Monde. Oui, juste. Et donc, voilà. Gros accomplissement. Peut-être pour l'Euro, qui sait, s'il l'appelle. En tout cas, ça ferait plaisir. Donc, Steven Wyss, top, comme d'habitude. Ça, on n'est pas obligé de le mettre, mais on le met à chaque fois. Sinon,
pour ce match contre Pilsen. On va commencer par une touche un peu plus pessimiste. Quels sont vos flops du match? Je mettrais Bola. J'ai trouvé pas mauvais, mais surtout en deuxième mi-temps, je l'aurais remplacé un peu plus vite. Je trouve qu'il n'a pas amené vraiment ce qu'on attendait de lui. Et voilà, un petit flop, parce qu'en vrai, tout le monde a quand même assez bien joué. J'ai trouvé quand même ce match très intéressant. Mais voilà, un petit flop pour Bola. T'es d'accord, David, avec Alors, Arthur? oui, mais comme je dis très souvent, c'est pas des flops avec un F majuscule. Est-ce qu'on peut en vouloir vraiment à quelqu'un sur ce match? Est-ce qu'on peut mettre un flop à un joueur sur ce match? Ça fait depuis jeudi soir que je me pose la question. C'est pas que j'ai pas envie d'être critique, mais après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'ils nous ont fait vivre, je pense que j'ai même pas envie de mettre un flop à un joueur sur ce match, même s'il y en a qui ont été un peu en dessous. Crivelli, qu'on n'a pas beaucoup vu aussi. Voilà, même si on peut dire que voilà, Crivelli un peu en dessous, Bola un peu en dessous, même Koutessa peut-être un peu en dessous. Guillemeneau. Guillemeneau, je le compte pas dedans parce qu'on n'a pas eu le temps d'analyser. Ou même, est-ce que tu en voudrais à Antunes de cadrer un petit peu trop cette tête? Est-ce que t'en veux à Stevanovic d'avoir raté son penalty? Voilà, exactement. Franchement, je crois que j'ai pas envie de mettre de flop sur ce match-là pour remercier le club de ce qui nous a permis de vivre pendant ces mois en Coupe d'Europe. Donc non, j'ai pas envie de mettre de flop sur ce match-là. L'élimination, c'est le flop. Ouais, alors à la limite, si je devais mettre un flop, ce serait l'action stupide du supporter tchèque, voilà, qui envoie un verre sur Frick. Mais non, j'ai pas envie de mettre de flop sur ce match pour leur rendre honneur, justement. Après ce beau discours, je peux pas donner mon flop du coup. Vas-y, ça aurait été quoi, toi? J'aurais dit Bola comme Arthur. Sinon, c'est vrai que Koutessa ne fait pas un super match non plus en tant que 10. Après, il est un peu mieux quand il le repositionne. Mais c'est dur de le mettre en tant que flop. Mazikou, pour moi, n'est toujours pas convaincant sur ses interventions. Non, moi, je trouve assez bon. Là, je trouve depuis le match de Lausanne, je trouve qu'il est quand même meilleur. Et il n'a pas fait de boulette, déjà. Ouais, mais ça reste quand même c'est pas mal. C'est ça, au point de dire il n'a pas fait de boulette, donc c'est bon, il a fait un bon match. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour l'instant, c'est vraiment un peu notre point négatif en défense. Après, il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est vrai que les actions passaient souvent de son côté. Et ça, j'ai remarqué. Donc, mini flop pour Mazikou. Je crois que c'est la 40e fois qu'on me le flop cette saison. Le pauvre. C'est toi qui voulais faire les stats de tous les flops. Ouais, effectivement. J'avais proposé de faire ce petit graphique. Ouais. Oui, effectivement. Moi, Mazikou, qui est mon top flop de la saison, je pense. Même sur ce match-là, j'ai rien de... T'as rien à dire? Catastrophique. Non, rien de catastrophique, quoi. Mais il n'y a personne qui a fait quelque chose de catastrophique. Non. Ils ont tous fait une bonne prestation, comme tu avais dit. Donc, à la limite, allez, Weiler, pourquoi tu mets Koutessa en 10 sur ce match? Mais c'est une question. Wow. C'est même pas un flop, c'est une question. C'est ce que j'avais appelé le Weiler Challenge. Parce qu'il est habitué à nous surprendre. Donc ça aurait pu être jackpot. Et puis, finalement, comme dit Arthur, Koutessa doit rester à gauche. C'est clair. Ouais. Fini les flops. Passons au top. Alors, quels sont vos tops de ce match? Alors moi, je mettrais, mais un peu pour l'ensemble de ces matchs européens, je mettrais Frick, les 2 matchs contre Asgrad, le match à Delémont et les 2 matchs contre Victoria, ne s'est pas pris de but. Et du coup, voilà, pour féliciter, je trouve qu'il a fait quand même, peut-être moins sur ce match-là, il a fait des bonnes parades, mais le match à Razgrad, il a été incroyable. Et ouais, non, vraiment, il a tenu la baraque dans cette Conference League et je le mettrai en flop pour ça. En top. Ah oui, alors. Arthur. David. Je suis d'accord avec Arthur, effectivement. Frick, pour ce qu'on pouvait lui reprocher en début de saison où on disait Frick, un match, un but, ça fait un petit moment
il est en train d'inverser la tendance. Totalement d'accord. Après, si je devais prendre un autre joueur, alors c'est comme les flops. Il y a pas de, je trouve, il n'y a pas d'énorme top sur ce match avec un T majuscule. Mais je trouve que le joueur qui aura été le plus, on va dire, offensif, même si pas de bol, il rate son tir au but, je mettrai Steva. Okay. Parce que c'est quand même celui qui est un peu notre détonateur en attaque. Certes, il est un peu moins dedans sur ces derniers matchs, un peu à l'image de Kutesa aussi, mais j'ai envie de dire un peu à l'image de l'attaque ces derniers temps. C'est pas celui qui va faire en sorte d'être le match winner, mais c'est quand même celui qui déclenche les meilleures offensives dans ce match. Ouais, parce qu'à l'aller, c'est lui quand même qui te redynamise le match, parce qu'il n'est pas sur la feuille de match, enfin il n'est pas sur le 11 au départ, il rentre à la mi-temps et il fait toute la différence. Et là, je pense que sans lui, on n'a pas beaucoup d'occasions, parce que c'est quand même lui l'initiateur ou le finisseur de pas mal d'occasions dans ce match. Ouais. T'es d'accord avec Je suis d'accord, ouais, il a d'ailleurs eu des grosses occasions là, pendant ce match, Steva. Et juste petit point négatif, c'est son penalty, mais voilà, c'est les penalties, c'est comme ça. Aussi, quel gardien reste au milieu dans une séance de pénaux? Franchement, je crois que là où on a le plus de chances de marquer dans un penalty, c'est le milieu. Parce que je me pose la question, est-ce qu'il ne le tire pas trop vite, ce tir au but? Tu dis timing ou c'est timing, position du tireur? Non, je dirais timing, parce que est-ce que s'il attend un tout petit peu, est-ce que le gardien décide de rester quand même dans l'axe ou pas? Parce que j'ai l'impression que l'arbitre siffle pour vas-y tire, et Steva il tire assez vite après le coup de sifflet. Du coup je me dis, est-ce que le gardien attend, est-ce que volontairement il se dit je vais rester au centre, ou est-ce qu'il n'a pas le temps de se poser la question, Steva tire, et du coup, parce que quand tu regardes la manière dont le gardien repousse le tir au but de Steva, t'as presque l'impression qu'il est, tu vois, t'as presque l'impression qu'il le tire très vite. Il allait partir. Par contre, j'ai l'impression qu'il a avancé sur sa ligne avant. La barre. On annule le but, on annule le match, on refait. Il fait un petit. Il a encore ses pieds sur la. Ok, ça va. Ouais, mais c'est vrai qu'il allait partir. On sent qu'il allait partir à droite. Ouais, mais il est quand même assez campé sur ses pieds quand même. Il sait qu'il. Je me pose la question. Si Steva attend un tout petit peu, est-ce que le gardien part pas? Je pense pas. Je pense on pourra jamais savoir. Je vais écrire un mail, lui demander. C'est ça. Oui, et donc je pense que c'est juste qu'il n'a pas de chance sur ce péno, mais tirer au milieu n'est pas forcément un mauvais tir. Non. Est-ce que il y a beaucoup qui tirent au milieu. T'en veux plus auquel des trois qui rate? Sonné parce que c'est pas cadré. Pour moi, un penalty doit être cadré. C'est vrai que j'ai plus de mal à quelqu'un qui cadre pas son péno qu'à quelqu'un qui. C'est vrai, il le tire très bien. Ouais. C'est juste que le gardien, il saute très bien aussi, mais Tsunemoto, elle part vraiment à côté. Et en plus, le gardien est parti du bon côté. Donc. Et en plus, le gardien est parti du bon côté. Donc, pour moi, c'est plus Tsune qui rate son péno. Mais après, c'était déjà presque joué. À ce moment-là, il fallait vraiment un exploit pour qu'on relève. Donc, c'était compliqué de. Enfin, même s'il marquait, ensuite, Pilsen, il marque leur péno et c'est fini, quoi. C'est vraiment ça. Mais ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu. Je crois que c'est dans le groupe de Servetien qu'on avait envoyé la vidéo, comme quoi, psychologiquement. Oui. Tirer au milieu, t'as plus de chances de marquer, mais en fait si tu rates en tirant au milieu, tu vas avoir une plus grosse pression sociale parce que les gens ils vont plus te juger en mode c'est un mauvais tir, alors que si tu tires des côtés où t'as moins de chances de marquer mais que tu rates, on va dire au moins il a tenté. Ouais, bref. C'est juste, c'est ce qui se passe. Steva là, beaucoup de gens lui reprochent d'avoir mal tiré son péno et puis mais voilà. Et pourtant, il a choisi là où il y avait le plus de chances de marquer. C'est Stevanovic. Il est statistique, il prend les plus grandes chances et il applique. S'il a plus de chances de marquer en faisant une passe, il va faire la passe. Voilà, c'est un robot, si jamais. C'est la nouvelle IA, c'est Stevanovic. Et puis, c'était pas une Panenka toute pourrie non plus. Non, en plus. Moi, mon top, c'est Rouillet.
Rouillé parce que c'est l'image de la défense servétienne ces derniers temps. C'est vraiment déjà ça fait 4 matchs européens qui prennent aucun but. C'est certes grâce à Frick, mais aussi grâce à la défense, Bien sûr. qui laisse rien passer. Et Rouillé en tant que capitaine, c'est lui que je ressors de la défense. Mais je pourrais mettre autant Rouillé que Séverin. Parce que franchement cette charnière centrale elle est solide. Ouais, elle est très bonne. Et quand il y a Braun, elle est aussi solide. Et voilà. Donc c'est vraiment des joueurs qui se compensent bien et qui font bien leur taf. Ouais, j'aurais pu mettre aussi Rouillé, j'ai hésité. Ouais, super match de Rouillé sur ses interventions. Même super saison, je trouve qu'il est de plus en plus fort. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, je me suis dit peut-être que il commence un peu à vieillir, etc. Mais en fait, il est de plus en plus fort. Et d'ailleurs, on va en revenir après. Spoiler. Il est de Piquet. Il était quand même sélectionné de Piquet pour sélection suisse. Et il le mérite, quoi. Il fait vraiment une saison incroyable. Ouais, ça récompense sa saison, je suis d'accord avec toi. D'autres mentions spéciales Pas comme ça, non. Non, toute l'équipe, franchement, je trouve que tout le monde a fait un bon match. Tsunemoto aussi, qui fait des super interventions. Ouais. Ok, on va passer à la suite et on va parler de justement cette équipe nationale suisse, puisque c'est bientôt la trêve. Nos joueurs servétiens vont représenter la Nati à différents échelons. Magnin qui est convoqué avec les U21. Ouais, super. Ça c'est bien aussi. Kuteza qui est sélectionné avec l'équipe première. Enfin. Et Antunes et Rouillé qui sont de Piquet. Donc on espère une blessure d'un joueur suisse et puis comme ça ils pourront. Chomert, s'il peut se blesser comme ça, Rouillé est convoqué. Akanji Rouillé. Imagine. Ah oui, non, j'avais anticipé la blessure d'Akanji. Non, un autre joueur, Chomert. Alors, 4 Servétiens sélectionnés ou plus ou moins sélectionnés dans l'équipe nationale, c'est incroyable. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années. Et là, ça récompense vraiment cette saison où toute l'équipe fait une super saison. David, quelque chose à dire sur... Non, je suis très content pour coûter ça, même si ce qui est un peu paradoxal, c'est au moment où on le sent peut-être un petit peu moins dedans que Yakin le prend, mais d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est une récompense, c'est chouette. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de joueur totalement au profil de Kutesa en équipe de Suisse, parce que j'ai regardé à sa position sur le dernier match, c'était Vargas, mais qui est ailier droit et qui n'est pas ailier gauche. Donc ça peut justement apporter une potentielle titularisation ou en tout cas une entrée en jeu. Bon, après c'est des matchs amicaux, donc tu vas peut-être tenter des joueurs qu'il n'a jamais tenté, quoi. Bien sûr. Donc c'est là où je me dis qu'il y a justement il y a la place. Et il va avoir sa chance, c'est sûr. À contrario de Frick qui avait eu justement cette... Ouais, mais gardien, tu ne joues pas. Oui. Enfin, deuxième gardien, troisième gardien, donc tu ne vas pas jouer. Surtout un match de qualif d'Européen. Bien sûr. C'est là où je me dis justement, là, il y a cette option de... c'est pas la cinquième roue ou le joueur un peu surnuméraire que tu prends parce qu'il a été bon, mais que tu n'es pas sûr de mettre sur le terrain. Donc, ouais, non, là, je suis content. Et content aussi pour Magnin, parce que si il continue à enchaîner en club comme en sélection de moins de 21, ça peut donner un super joueur après à la fois pour le club, en espérant le garder le plus longtemps possible, en espérant qu'on ait les moyens aussi de le garder le plus longtemps possible, et pour l'équipe de Suisse, parce que si Yakin voit les possibilités de Magnin de jouer à la fois au milieu de terrain ou en défense, ça peut être une super option aussi pour ce joueur. Et puis Rouillé aussi, effectivement, avec la saison qu'il fait, franchement, je pense pas qu'il soit en dessous d'un Chemert. Ouais, égal en tout cas. Mais clairement, bon, après c'est un poste où il y a beaucoup de choix en équipe de Suisse comme un défenseur central. On a Akanji, Cher, Elvedi, on a, donc c'est vrai que c'est des joueurs un peu plus haut que Rouillé. Mais ça serait pas étonnant de le voir en tant que 4e, 5e défenseur pour les futures sélections, bien sûr. Non, c'est bien.
Non, C'est bien, c'est c'est bien. très bien. En plus, il y a 6 romans qui sont convoqués au total, Ouais. je crois. Ah, il y a Mbabou et qui Mbabou qui revient. Il y a Zakaria, Amdouni. Ça fait 4 avec Garcia. Avec Kuteza 5 et Garcia 6. Voilà, c'est les 6. Mhm. Ah non, il y a aussi Mvogo, donc il y en a plus que 6, Mhm. je crois. Mais c'est quand même pas mal de romans et ça faisait longtemps. Je pense Ouais. qu'on n'avait pas eu autant de romans en équipe de Suisse. Tout à fait. Mais Et c'est bien, pourtant, c'est- le coach n'est pas du tout roman. Enfin, Non, mais ça prouve qu'il regarde le championnat suisse aussi. Oui. Hein, parce que c'est important de sélectionner en Suisse. c'est ça, il y a quelques années, on avait quoi On avait peut-être un ou éventuellement 2 maximum joueurs de l'équipe nationale en championnat suisse. Et encore, je suis même pas sûr. Et je trouve des fois c'est mieux de sélectionner un joueur qui joue dans le championnat suisse et qui joue tous les matchs qu'un joueur qui est parti à l'étranger qui fait gratte plaquette. les bancs. Bah ça pourtant il y a 1 ou 2 années je crois que notre équipe nationale c'était que ça. Les 11 titulaires, il y en avait 7 dans leur club, ils jouaient pas. Et voilà, c'est un peu dommage et dans ce cas-là pour prendre des joueurs suisses c'est important aussi. Enfin Suisse, championnat suisse. Championnat suisse, ouais. Qui joue. Mhm. Ouais. D'autres choses à dire sur nos sélectionnés pour la Nati? Bonne chance. Il y a d'autres sélectionnés en équipe nationale à Servette. Je crois Bola est sélectionné pour. j'ai pas regardé le reste. Ouais, j'ai pas regardé non plus. Mais voilà. Bah, je pense que ceux qui normalement, sont sélectionnés. Steva, Ouais. il va jouer avec la Bosnie. Bosnie, il est tout le temps ouais. sélectionné, il me semble. Bola, c'est possible. Et ouais, je pense que c'est tout. Sinon, l'équipe de France peut réfléchir à sélectionner Konya hein, si un jour. Pourquoi pas. Mais bon, on n'est pas encore là. Je suis vraiment désolé de tousser comme ça pendant cette analyse. Il n'y a pas de souci. Je suis en fin de quelque chose et je me demande s'il n'y a pas des pollens dans l'air. Donc là, je pense que oui. Je pense que je dois être en plein dedans. Donc mes excuses pour nos auditeurs. Les allergies ont aussi commencé pour moi, je pense. Voilà. C'est le pollen, je pense. Ouais, je pense. On va venir sur le débat. Alors, on s'est posé la question, enfin plus précisément Arthur s'est posé la question. Maintenant qu'on est évincé d'une compétition européenne, il ne reste plus que le championnat et 2 matchs de coupe suisse, au maximum, au minimum un seul. Et on se pose la question sur ce turnover effectué par Weiler au niveau des gardiens. Frick jouant les matchs de coupe et Mal jouant les matchs de championnat. Là, on va quand même enchaîner, je crois, 1 mois et demi sans match de coupe. Donc ça veut dire 1 mois et demi, selon la logique, sans Frick. Est-ce que pourtant il ne faudrait pas mettre Frick, enfin faire un turnover quand même dans ces matchs de championnat? Alors je vais laisser Arthur répondre à Je son me suis posé ouverture. la question hier. Je trouverais bizarre de ne pas le faire jouer pendant 1 mois et demi et qu'il arrive comme ça sur cette demi-finale où il y aura forcément de la pression. Au début de la saison, il faisait un peu un match sur 2, etc. Et après, il a mis en place ce truc de Frick fait la coupe et Mal fait. Ouais, ça arrangeait bien le calendrier. Avec le calendrier qu'il y avait, ça marchait bien. Du coup, là, je trouverais assez normal qu'il refasse en tout cas 1 ou 2 matchs avant le match de coupe. Je trouverais ça assez intelligent. Alors on verra ce qu'il décide ou s'il nous écoute, s'il va s'inspirer. Mais voilà. En tout cas, il peut faire jouer Frick les milieux de semaine parce qu'on va jouer des matchs en milieu de semaine comme contre. Oui, début avril, il y a de nouveau une semaine anglaise. Le slow, ouais, on joue en milieu de semaine. Et je crois que c'est le seul, mais au moins ça fait déjà un match où il pourrait potentiellement mettre. Et en plus, c'est contre. Ah non, ouais, c'est le slow. Mais avant, il y avait Winter Tour. Ou sinon, le mettre contre Winter Tour le 30, comme ça, il s'habitue déjà à jouer contre cette équipe. Ouais, et ensuite, pour le match de coupe, c'est la même équipe. Donc, il connaît déjà les joueurs. Enfin, de toute façon, il connaît les joueurs, mais plus à jour, surtout ça. Ouais, je suis totalement cette proposition. D'autant plus que je l'avais suggéré à la suite de. Je sais plus quel match c'était, je crois que c'était contre Ludogorets. Où justement je trouvais qu'il méritait du fait de sa prestation en Coupe d'Europe de au moins avoir cette opportunité de continuer à se montrer en championnat parce que quand même quoi, je veux dire Frick cette année il perd sa place à cause d'une blessure. Mal derrière fait des matchs très solides, mais au-delà de ça je veux dire Frick ça reste quand même un gardien qui nous a sauvé la baraque pendant 5 ans. C'est aussi grâce à lui qu'on est deuxième l'année dernière. Je veux dire, on a quand même la chance d'avoir 2 très bons gardiens. Mal, quand il arrive en début de saison,
jamais je me dis qu'il va jouer autant de matchs cette saison. Ah ouais, clairement. Donc, t'es venu comme deuxième gardien. C'est ça. Donc ce serait plus que mérité de permettre à Frick de retrouver un semblant de place de titulaire en championnat. Je ne renie absolument pas ce qu'a fait Mal pendant cette saison. Il a été extraordinaire sur certains matchs. Vraiment, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais par respect pour notre capitaine, parce que ça reste quand même notre capitaine, hein. C'est Rouillet qui est numéro 2 quand Mal est en titulaire en championnat. J'abonde totalement dans le sens d'Arthur. Il y a ce côté, justement, comme on disait, par rapport au match de Winterthur, pour se chauffer par rapport au prochain match de Coupe de Suisse. Mais ça me paraîtrait plus que légitime. Et surtout pour saluer ses prestations en Europe, parce qu'il reste sur 4 clean sheets. 4 clean sheets plus le match à Delémont, ça fait 5 matchs de 2024, il n'a pas pris le but. C'est beaucoup. Et ça fait combien c'est pas des adversaires petits non plus, Ludo Goretz, c'est Pilsen, quoi. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, comme je l'avais dit il y a quelques temps, 2 aussi bons gardiens. Les 2, vraiment, ils tiennent la baraque. L'année dernière, moi, j'étais pas très chaud avec Meragic en numéro 2. J'étais pas très confiant quand il devait remplacer Frick. Là, tu permutes l'un l'autre, tu te rends même pas compte que tu as un gardien remplaçant. Ouais, il n'y a pas de numéro 2, ils sont les deux. C'est ça. J'ai l'impression qu'il a créé cette permutation de coupe et championnat. Il n'y a pas vraiment un qui est la position de numéro 2. Ils sont les deux à égalité. Ça ne fait pas du coup de rivalité toxique, parce qu'ils ont leur place chacun et c'est clair. Et je trouve ça très bien. C'est clair, parce que la Coupe d'Europe, c'est pas Enfin, des fois, les clubs qui font ça, qui font un gardien pour la Coupe et un gardien pour le championnat, c'est parce que la Coupe a moins d'importance pour le club. Comme au début, tu joues contre des petites équipes, etc. Donc là, c'est contrairement à d'autres clubs, Servette, la Coupe, c'est plus important, enfin, plus prestigieux que le championnat. Et donc, mettre Frick, c'est pas une insulte à Frick, c'est quand même, tu joues des gros matchs que Servette n'a jamais joué. Et c'est pas, tu joues contre les gars du quartier à côté, là, juste pour que tu restes en forme. Donc, c'est différent aussi, cette approche-là, d'un grand club qui mettrait un gardien en coupe juste pour les petits matchs et un gardien titulaire pour le championnat, parce que l'important, c'est le championnat. Bien sûr. Voilà. Quelque chose à dire encore sur ce débat? On peut passer au bilan européen. Avant de venir sur le match de championnat, on va aussi faire un bilan. On est quand même arrivé en 8e de finale de UEFA Conference League. Il y en a eu des matchs. Il y en a eu 4 en Conference League, 6 en Europa League et 4 en Ligue des Champions. Ce qui fait quand même 14 matchs de Coupe d'Europe. Ouais, ça nous a fait voyager. C'est énorme, parce que la saison passée c'est 0 et là on passe à 14 directement. On a l'habitude de faire 1 ou 2 matchs ces dernières années en barrage contre Reims. C'était qui déjà? Molde et Rosenborg. Voilà, donc oui, là ça fait un gros gap qu'on a passé. Et puis quelle saison! Quelle saison! On a avec des matchs de prestige. La Roma, le Slavia, c'était super de recevoir des équipes comme ça. Les Rangers. À Genève, les Rangers. Et ouais, non, vraiment. Est-ce que Servette a réussi à se faire un nom, selon vous Je pense que à l'étranger, peut-être pas dans l'oreille des supporters des grands clubs, parce qu'au final ils regardent au niveau des observateurs. Si tu regardes des observateurs, je pense oui, parce que si tu regardes les 8e de finale de Conference League, les gens ils connaissent pas la moitié des clubs, le grand public. Et donc pour eux, s'ils voient Servette ou s'ils voient une autre équipe, ils vont rien retenir. Mais c'est vrai déjà dans les connaisseurs du football et des petits championnats, je dirais même, comme la République tchèque, je pense que maintenant, si tu leur dis Servette, déjà qu'on a joué contre le Slavia et Pilsen, je pense qu'ils connaissent maintenant. Et donc voilà, on s'est fait un petit nom petit à petit, mais dans les sphères un peu inférieures du foot. Et je pense que si on continue comme ça, on pourra se faire un nom dans le foot
normal, quoi. Ouais. Mais c'est déjà un petit palier franchi. Avant, on était connu que en Suisse. Et là, je pense qu'un petit peu continentalement, on commence à se faire connaître. Et c'est intéressant. Bah, déjà, la Roma, ça fait du public qui connaît le nom de Servette. Donc, ouais, c'est vachement sympa. Et c'est un gros gap franchi par le club. En tout cas. Ça a permis à Mourinho de faire de parler de Servette. Parler de la pelouse. Ouais, et après, il a été viré. Comme quoi, faut pas toucher à la pelouse. C'est ça. Faut pas jouer contre Servette. C'est ça. C'est la malédiction. La pelouse qui a été désastreuse. Ces derniers temps, elle est désastreuse. Ouais. Le match contre Lausanne, là, compliqué. Hein. Ouais. Franchement, j'espère. Bon, là, on joue pas jusqu'en avril à la Pride, donc on a le temps. Mais j'espère que les jardiniers font de leur mieux actuellement pour remettre en état cette pelouse. Ouais, donc que tirer de ce bilan? Enfin, que tirer de cette aventure européenne? Est-ce que vous avez un peu un bilan à tirer là-dessus? 3 moments clés qui ont fait basculer Servette dans une autre dimension? Ouais, j'ai fait quelques déplacements et du coup, je vais retenir ces déplacements parce que c'était l'occasion vraiment de pouvoir voyager en Europe. On n'a pas pu le faire ces dernières saisons parce qu'il n'y avait jamais vraiment de Coupe d'Europe. Donc j'ai vraiment profité pour voyager. Pour voyager, pour aller. J'aurais jamais mis les pieds de ma vie à Razgrad s'ils n'avaient pas joué. Et voilà, et Prague, bon, c'est une ville sympa, Genk. Donc ouais, je retire un peu ça, cette ambiance de déplacement européen qui est super chouette avec les supporters. Ouais, non, mais alors, je suis d'accord. Bon, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire de déplacement, malheureusement. Mais c'est de vivre ça. Et pour ma part, de pouvoir revivre ça 25 ans après. Ouais, c'est clair. Donc voilà, moi j'ai connu le Servette du début des années 2000 contre Valence. Avec Valence, entre autres. Exact. Et effectivement, après on a une espèce de traversée du désert avec tout ce qu'on a vécu. Donc ouais, c'est assez improbable parce que moi les derniers matchs de Coupe d'Europe de Servette, c'était sur FIFA, quoi. je fais mon relax sur Football Manager. Ouais, je suis plus FIFA, mais je fais mon Jean-Michel Aulas avec Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Mais ce qui disait que Saint-Etienne il jouait la Coupe d'Europe sur PlayStation. Ah oui, voilà, c'est ça. vrai. Donc voilà, moi c'est le vivre en live et puis pas de me rendre compte qu'en fait c'est du virtuel. Ouais. C'est ça le côté où on s'est dit mais en fait c'est vrai, quoi. Ouais, on est toujours là et on a réussi alors pas à tous les matchs, mais à se mettre au niveau de l'adversaire, à pas être ridicule, à pas on s'est pris 2 fois des 4-0, un à Rome, on s'en souvient, un contre à Prague, mais il y avait plus rien à jouer. Il n'y a pas eu de moment où on s'est vraiment fait humilier. Et c'est ça où je me dis que on a quand même vécu des bons moments. On a une équipe qui tient la route. On s'est pas laissé se fait submerger par l'enjeu. Donc pouvoir voir ça de nos yeux aujourd'hui, mais c'est génial. Et puis moi ce que je retiens, c'est peut-être les 3 faits. On va dire les Rangers à la maison, Genk à l'extérieur et la Roma à la maison. Ouais, c'est voilà. La Roma, la Roma au Stade de Genève. Incroyable. C'est incroyable. Le stade en feu. Avec le stade en feu. Ouais. Enfin, je sais pas. Ça a coûté cher au club, mais c'était joli. Mais c'était beau. Et puis, non, clairement. Et puis pouvoir aussi, moi qui suis très collectionneur de tout ce qui est maillot, écharpe et compagnie, pouvoir compléter un peu le côté widget au niveau Servette, c'est des trucs qui resteront. Et puis quand je les ressortirai dans 10, 15, 20 ans, je me dirais, on a vécu ça, et en espérant, parce que là c'est aujourd'hui, hein, mais l'année prochaine on y est. Et de se dire que l'année prochaine on peut revivre ça. C'est ça. Et de se dire que on est capable de le faire. Et qu'on espère que c'est pas un one shot. C'est ça, moi c'était justement les choses à retenir. Déjà l'importance de cette saison pour la nouvelle génération qui suit Servette, parce qu'on parle quand même
des gens, par exemple, vous avez connu l'Europe avant. Moi, par exemple, je suis né dans une époque où Servette ne jouait rien. Était au bas-fond des divisions suisses et c'était compliqué. Donc vraiment, pour moi, c'est un truc incroyable que Servette soit arrivé là. Mais pour les jeunes qui commencent à suivre Servette maintenant, ça forge aussi la fidélité au club. Ça fait, ils pourront parler quand ils diront « Ah, moi, quand j'étais jeune, on a joué contre la Roma, Genk, nanana. » Et puis, en vrai, ça consolide pas mal le supporter vis-à-vis du club de Servette. Et ça peut aussi remplir petit à petit le stade. Chose qu'on reproche souvent à Servette, mais c'est avec le temps et avec aussi cette nouvelle génération qui apprécie le foot et aussi qui apprécie Servette. Avant, on disait pas que notre club préféré c'était Servette quand on était tout petit parce que Servette c'était pas grand chose. On prenait d'autres clubs, mais je pense que maintenant les gens peuvent dire tout petit, moi mon club préféré c'est Servette. Et ça c'est un pas important. Et comme tu dis, il faut pas que ça soit qu'une fois non plus. Il faut que ça soit chaque année. Et pour ça, c'est une saison qui sert quand même pas mal d'expérience au club et qui peut servir de base pour l'avenir. Et donc, c'est aussi la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que ça doit devenir... Enfin, est-ce que ça n'a pas posé aussi un seuil un peu très haut pour Servette pour les saisons à venir? Ça dur de faire mieux chaque fois, mais aussi ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui va peut-être servir au club, c'est l'attractivité et peut-être pouvoir engager plus facilement des joueurs qui vont être intéressés en se disant genre ah mais eux ils ont été loin, c'est pas n'importe qui en Conference League, ils jouent la Conference League, donc ça peut aussi permettre des joueurs, motiver des joueurs à venir ici. Ouais, je pense que le mercato d'été, ce mercato d'été, il va être décisif assez pour le club. En espérant qu'il fasse pas de conneries administratives. oui, bien sûr. Mais je pense que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas attiré un gros joueur à Servette. Dernier en date, je pense, c'est à part le prêt d'Mbabou, c'est Clichy. Et il manque un peu aussi ce gros joueur qui vienne à Servette. Et je pense que ce mercato d'été, avec déjà tout l'argent qu'on a amassé pour les compétitions européennes, avec les transferts quand même qu'on a de Bédia, pas de Vouillot parce qu'on n'a pas gagné beaucoup, mais d'autres. En tout cas, on a une jolie masse financière. Pas faire n'importe quoi, ne pas la flamber sur des joueurs qui ne vont pas assumer ensuite derrière, mais on peut aussi consolider le futur en recrutant gros. Pourquoi pas? Donc à voir. Peut-être un titre aussi ramènera. Ouais, un titre, ça ferait vraiment du bien. Un titre ramènera plus de gens, quoi. Soit la coupe, soit le championnat, mais ce serait vraiment bien que cette saison soit récompensée par au moins un des deux. Ouais. C'est ça. C'est combien le titre financièrement? Je sais pas. Okay. Je sais pas du tout. Je voudrais pas dire de bêtises, mais donc je sais pas. J'ai aucune idée. Et en tout cas, plus que financièrement, ça apporte quelque chose. Comme le joueur que tu dis, on est allé en Conference League, tu diras on est champion suisse. Ouais. Il dira ok, c'est pas n'importe quel club. Et il sait que le champion suisse, il joue la Ligue des Champions, par exemple. Young Boys, il joue la Ligue des Champions, il a joué. Donc pourquoi pas? Ouais, clairement. D'autres choses sur ce bilan européen? Sur ce bilan européen, écoute, c'est une question d'avenir aussi. Donc, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci Servette. Merci Servette. Ouais. Merci au club. Merci de nous avoir fait vivre tout ça. Merci d'y avoir cru jusqu'au bout. Merci d'avoir jamais lâché. Et puis continuez à nous faire rêver sur ces dernières semaines et derniers mois pour pouvoir continuer à rêver encore l'année prochaine. Clairement. Beau message de fin. Et avant on clôture cette page européenne et on va se tourner vers le match de demain de Servette contre Lucerne à la Swiss Sport Arena. C'est ça. Servette qui a un point toujours de IB qui va jouer à Lausanne. On espère que Lausanne fera un résultat contre IB, mais en tout cas c'est un match avant la trêve à gagner. À gagner, il n'y a pas d'autre choix. Pour entamer la deuxième partie après la trêve, à partir sur les starting blocks. Ouais, ce serait bien de gagner. J'espère qu'ils ne sont pas trop fatigués de leur déplacement, avec en plus avoir joué les prolongations. Et puis, la petite gueule de bois d'être éliminé. Mais sinon, ce match contre Lucerne, on devrait
Lucerne qui sont 4e, non? On aurait quand même le gagné. Lucerne? Non. Ou 5e? Lucerne, ils sont 7e. 7e? Ils sont Oui. passent sous la barre? Ouais. Ils ont beaucoup perdu ces derniers temps. Non, j'ai ils pas sont, suivi, ils sont à 3 points de Vintic et 3e. Ah oui, ok, ouais, putain, j'étais encore décalé. Mais oui, c'est ok. jamais des matchs faciles contre eux. Non, Bah, c'est jamais. Alors, c'est toujours des matchs moches, c'est jamais des matchs faciles. Et là, surtout qu'il reste sur une série assez négative parce que c'est une victoire lors des 5 derniers matchs. Il reste sur une défaite 2-1 contre le Stade Lausanne-Ouchy. Et là, j'ai envie de dire, en fait, ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire, eux, il leur faut des points pour reprendre le wagon de la 6e place. Et là, ils sont à 3 points. Donc, Winterthur joue, sauf erreur de ma part, cet après-midi contre Bâle. Bâle qui va pas bien non plus, donc ça va faire un match assez intéressant au niveau de l'intensité. Winterthur, pardon, le Lucerne, il leur faut 3 points, donc pour reprendre en fonction du résultat de Winterthur l'espoir de rester sur le haut du côté play-off. Là, je pense que ça peut faire un match assez engagé parce qu'on a les deux équipes ont quelque chose à jouer. La seule chose que j'espère pas, c'est que ça fasse un match nul. Ouais, et le pire scénario, ça serait qu'on fasse un match nul et que derrière, IB aussi perde des points parce que ça veut dire qu'on a loupé une grosse occasion de passer devant. Mais faut ça, on joue Lucerne, mais ensuite on joue Winterthur, donc on joue les deux qui sont à la limite là. Ouais. Donc ils vont, c'est des équipes qui vont se battre, comme tu as dit, pour les playoffs, pour la 6e place. Et c'est des fois plus dangereux de jouer contre ces équipes-là que contre d'autres équipes qui sont mieux classées, comme Zurich ou Saint-Gall, qu'on a affronté récemment. Ouais, ce sera pas un match facile. Non, ça va pas être un match facile, surtout que, comme on avait déjà dit, en plus là il reste sur des matchs qui sont perdus, mais pas des grosses défaites. C'est toujours un but d'écart. Mais moi, j'ai envie de croire que Servette va aller chercher cette victoire. J'ai envie de croire que c'est pas l'élimination qui va leur mettre un impact mental, je pense pas, psychologique. Et j'ai envie de croire vraiment que Lausanne va battre Young Boys. C'est peut-être la première fois de la saison, ou peut-être je vais pas dire de ma vie, parce qu'il y a quand même 2-3 fois où on les a soutenus pour des raisons servettiennes. Non, j'ai envie de croire que demain soir, on sera devant. T'annonces. J'ai envie de croire. On n'a pas encore en prono, mais il annonce. Oui, j'ai envie de dire, là, ce scénario... Mais chaque match, j'y crois. Mais déjà le match d'avant... Mais là, franchement, quand tu regardes les deux matchs, là... En plus, on va jouer à la même heure. Les deux matchs sont à 16h30. Multiplex. Là, ça va être... prêt pour le multiplex. Là, en plus... Je fais l'après-match, l'article de Saint-Gall, plus l'analyse lundi soir de Lucerne. Ouais. Ça va être difficile pour moi de me concentrer uniquement sur le match de Servette parce que j'aurais vraiment envie de savoir ce qui va se passer entre Young Boys et Lausanne. Mais là, j'ai envie de dire demain, on a peut-être eu cette frustration au milieu de semaine avec le match de Pilsen. Si c'est pour vivre ça avec une première place demain, tant pis. Je valide le fait d'être sorti de Conference League pour avoir la première place demain soir. Clairement. En championnat. On n'a jamais senti un Young Boys aussi fragile aussi. Ouais. Bon, ils ont quand même redressé la tête avec le 5-1 contre Bâle, oui, c'est vrai. Bon, après, pas le meilleur Bâle des dernières années, mais même si c'est un meilleur Bâle que le début de la saison, mais c'est fragile face à d'autres équipes. Le Slow, ils ont gagné que 1-0. Enfin, Young Boys, ils ont gagné que 1-0 contre le Slow. Et c'était sur un pen. Non. Le Slow avait raté un péno. Oui, il a raté un péno de Rami, oui. Et après, ils perdent contre nous. Contre nous. Et ensuite, ils perdent le week-end d'après contre. C'était qui? C'était Grasshopper? Non. Non, contre Zurich. Contre Zurich, pardon. Ah oui, avec le but à la 12e seconde, et après, ça ne s'est plus rien passé. Voilà. Donc, oui, ça lâche des points et ça lâche beaucoup de points parce que je pense pas que les saisons d'avant, IB avait lâché autant de points. Non, en tout cas. Non, là, c'est. Là, ils sont à une moyenne de 2 points par match. C'est vrai que les autres saisons, ils étaient à beaucoup plus. Ah ouais, ils étaient plus. Ouais. Donc, c'est l'occasion de passer devant. Et puis, Magnin a dit qu'ils allaient nous aider, donc moi, j'ai confiance en Magnin. Lausannois.ch.
Voilà. Bah, disons qu'on aime bien les détester, et puis quand il faut, on aime bien les aimer. Ça va être censuré sur YouTube. Il y a un bip automatique sur cette phrase. Je peux pas tolérer ça ici. Disons que s'il nous donne un coup de main, volontiers. Je dirais pas allez Lausanne. Non, je dirais pas. Un coup de main. J'ai pas dit ça. Hein. Ça serait sympa. On vous aimera toujours pas, mais un peu moins qu'avant. Bah, on est d'accord qu'ils se sauvent en prenant 3 points contre Young Boys. Oui, bon après ils sont loin de. Non, mais qui se sauvent du barrage. Du barrage. Oui, non, après, parce que le slow c'est fini. Ouais, de toute façon, c'est fini. Ils ont 10 points de retard. Oui, mais après, bon, il y a encore beaucoup de matchs entre les. Et puis il y a encore la phase playoff, mais relégation. Du coup, je pense que. Enfin, voilà. Je pense pas qu'ils vont être relégués à la fin de la saison. Enfin, je vois un Grasshopper plutôt 11e qu'en Lausanne 11e. Parce qu'en vrai, en termes de. J'avais ressorti beaucoup les expected points. Comme quoi, nous, on devrait être premier selon les expected points et Young Boys 2e. Lausanne n'est pas du tout à sa place. Ah non, pas du tout. C'est un club qui pratique un bon niveau de jeu. Contrairement à ces équipes qui sont un peu en dessous, je trouve que par rapport à Grasshopper, Lausanne montre beaucoup plus. Et ça serait dommage s'ils finissent avant-dernier, qu'ils jouent les barrages. Mais j'avais anticipé depuis quelques temps que Winterthur passerait au-dessus de Lucerne. Donc là, pour l'instant. Oui, Winterthur joue mieux que Lucerne. Et Winterthur, c'est toujours une équipe un peu. Surtout à la maison, ils ont un public assez chaud. C'est ça. Alors, je suis de Sonvisé et ouais, ils font un bon championnat. Franchement, c'est serré entre Lausanne et Lucerne. Ouais. Je trouve que là, ça peut encore tous jouer ici. Ouais. En haut, un peu moins. Même si cette 6e place va être beaucoup disputée, je pense, jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la 6e place, ça va être disputé. Je vois pas Saint-Gall passer en dessous, ni Zurich. Voilà. À mon avis, je pense que les 6 premiers, ça devrait être ce qui est là aujourd'hui. Je pense. Ah ouais? Moi, je mettrais plutôt Lucerne dans le top 6 que Vinci? Que Vinci, ouais. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense que je reste sur Vinci. Même Yverdon. Ouais, je sais pas. Yverdon, ils sont un peu loin. Yverdon, ils sont un peu loin, mais si tu regardes la différence, on va dire, entre Winterthur et Yverdon, je te parle pas au niveau du point, je te parle du niveau du jeu. Ouais. Je pense que Winterthur, c'est quand même un. Oui, c'est un poil au-dessus. C'est un poil au-dessus. C'est un poil au-dessus qu'Yverdon. Mais Yverdon, c'est quand même un très très bon club. On sait, hein, ils nous ont battus 2 fois. Donc, on peut plus rien dire sur Yverdon. Non, puis moi j'aime bien. Ce que j'ai déjà dit, j'aime bien Yverdon. C'est un petit peu. C'est l'autre club vraiment. C'est notre équipe B surtout. C'est ça. C'est ça. Sautier, Le Pogam et du monde qui est passé par Servette. Ouais. Ils ont des vibes de Servette néo-promu de la saison quand on arrive. Donc c'est un peu les mêmes joueurs, un peu, qui jouent. Et ouais, moi je pense que honnêtement, à mon avis, perso, je pense que. Alors, peut-être que les 7, 8, 9 seront peut-être pas dans ce sens-là, au niveau du classement, mais à mon avis, ce sera les mêmes équipes. Ok. À mon avis. Je pense que Lucerne aura pas la possibilité de reprendre le retard qu'ils ont sur Winterthur. Je pense pas. Après, j'ai pas regardé leur championnat. C'est jamais un bal peut revenir, hein. Un bal. Hop là. Ah bon. Bah, ils sont tellement inconstants en balle cette année que c'est très étonnant, hein, la saison que fait balle cette année. Je pense il y a personne qui l'aurait parié. Hein. Non, vraiment pas. Mais justement, au vu de leur dynamique, je sais pas. J'ai pas la sensation qu'ils y arriveraient. Là, ils sont à quoi? Ils sont à 9 points quand même. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. 9 points, faut aller les faire. Il reste 6 matchs, c'est ça? Ouais, 6 matchs. 6 matchs. 6 matchs. Ah, Vouillot, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Jouer. Il joue tous les matchs, hein, il est titulaire. Hein. Ouais, il a pas forcément. Ouais, je pense pas. Honnêtement, ok, certes, il était son pas agent, titulaire. c'est Degan, quoi. Oui, bon, ok, d'accord, ça aide. Mais, ok, certes, il était pas titulaire, mais il était pas non plus blacklisté. Non. Donc, à choisir, qu'est-ce que tu aurais préféré? Rester à Servette en tournant, ou te dire, bon, titulaire à Bâle, mais où l'état d'esprit en ce moment, il est pas funky, quoi. Ça va beaucoup mieux que le début de la saison. Ça, il remonte. Avec Célestini, ça propose un peu plus. Mais quand tu regardes, tu vois les 5 derniers matchs, c'est
c'est 3 défaites de victoire. Hein, c'est... Ah, bah, dont IB. Dont IB. Bon, dont IB. Oui. Donc, ça va. Mais. Bon, moi, je trouve quand même c'est funky de voir Yverdon au-dessus de Bâle. Hein. Franchement, je l'aurais pas prévu, c'est bien. En plus, Mouillot, là, il joue latéral droit, il joue même pas défense en centre. Donc, un peu ce qu'il aimait pas à Servette, et au final, il va dans un club pour jouer ce poste-ci. Et bon, c'est comme ça. Messieurs, on va passer aux sections prono. On peut faire la musique. Match contre Lucerne demain. Est-ce que on va passer directement au prono? Quel score vous attendez? Match serré, je dirais un 2-1. 2-1. Pareil. Débuteur ou tu veux pas te risquer jusqu'au buteur? Allez, Nishimura, parce que je pense qu'il va jouer comme il a pas joué jeudi. Et un petit but de Rouillé, ça fait longtemps ça, sur corner. Ok. Allez. C'est risqué. C'est risqué. La cote est haute pour Rouillé, je pense. Ouais, il y a un moment, il était presque meilleur buteur C'est clair. en Europa League, je crois. Ouais. Toi, alors David? 2-1 aussi, ouais, vu les derniers résultats de Lucerne, hein, match serré, puis je pense qu'on aura quand même pas mal dans les jambes. Je veux dire Nishimura aussi, et j'aurais bien envie qu'il y ait pour le coup un doublé japonais avec Tsune. Ouais, c'est le même pronostic que Michael la semaine passée. Ah, bah alors je l'ai vu, mais il avait dit oublié. pour Lausanne. Mais pas pour ce match, oui, effectivement. Il avait dit 2-0, but de Tsunemoto et de Nishimura. Chaque fois, il a des bonnes occasions et c'est toujours pas rentré pour lui, donc c'est vrai qu'il mériterait là. Puis Je me souviens d'une reprise de volée, je crois, contre Yverdon. Ouais, Lugano. Peut-être. Ouais. Yverdon. C'était Yverdon. Yverdon, il fait une reprise de volée dans les 16 qui est arrêtée par le gardien. Lugano, peut-être qu'il est pas loin. Il y a une frappe qui est belle aussi, je crois. Ok, possible. Mais je sais qu'il a enchaîné 2-3 matchs où il était proche du but. Surtout que je pense qu'il doit s'en vouloir de son tir au but raté. Et là, ouais, peut-être pour se faire pardonner. Allez. Moi, je dis, ça serait beau. Un doublé japonais. Ok. Moi, je dis, je garde le clean sheet et 2-0. Parce qu'on est sur une bonne série de clean sheets. Et pour les buteurs, je dirais Nishimura aussi, je suis assez d'accord avec vous. Et Crivelli sur penalty. Allez. Encore une fois, un pétard au milieu. Et obtenu par Guillaume Henault. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette analyse. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes possibles et imaginables, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. N'hésitez pas sur YouTube à commenter, on lit toujours vos commentaires et ça fait très plaisir de interagir avec vous. Et la musique s'est coupée, mais on peut continuer. Et voilà, merci beaucoup et surtout le mot de la fin, c'est allez Servette. Allez Servette. À bientôt. À bientôt.